Le retour ne fait jamais de bruit. Pas comme l'entrée. Quand tu redécolles d'une sphère, il n'y a pas de hurlement métallique, pas de vibration dans les dents, pas de feu. Juste une pression qui se décolle de ton crâne comme une ventouse sale, et ce vide qui te reste dans le ventre, comme si tu avais oublié quelque chose derrière. On est remonté d'Emon-Ra par un vecteur de récupération automatique. Aucun mot échangé. Réa m'a jeté un regard à travers la visière, un de ceux qui veulent dire « rien ne sortira de là ». Et j'ai hoché la tête. Non pas pour dire oui, pour dire « je sais ». La capsule a percuté la coque de l'orbiteur en silence et on nous a sortis comme des cadavres. Pas d'accueil, pas de questions. Juste une lumière blanche, une enfilade de couloirs métalliques et un silence plus propre que celui du désert rouge. On nous a séparés dès le sas pressurisé, déshabillés, désinfectés, désorientés. L'odeur du produit de décontamination m'a brûlé les sinus. Quelque chose entre le chlore et l'ammoniac, mais avec une arrière-note de viande trop vieille. Mes vêtements ont été incinérés, mon foulard confisqué. Ils l'ont passé dans un scanner spectral. Je ne l'ai pas revu depuis. J'ai passé 11 heures dans une pièce grise sans angle. Juste un miroir, ou une caméra, difficile à dire, et un siège trop bas pour mes genoux. On m'a fait réciter le rapport standard. L'opération OB7. Localisation SV3 Amon-Ra. Objectif, reconnaissance, analyse, extraction limitée. Résultat, anomalie fermée, statut non reproductible. Aucun survivant hors équipe, aucune contamination. J'ai signé sans lire. 37 pages. Des clauses sur la mémoire, sur la confidentialité, sur les altérations perceptives non traumatiques. Rien que je n'avais pas déjà vu. Rien qu'ils n'avaient pas déjà classé comme expérience hors protocole, ne justifiant pas une suspension. Je suis resté 2 jours sur l'orbiteur sans voir les autres. Pas un échange, pas un contact. La procédure est claire, pas de communication post-sphérique avant redéploiement, pour éviter les récits divergents. Pour éviter les contaminations narratives. Le 3e jour, un agent est venu me voir. Il portait une tenue blanche sans insigne et des gants en latex. Il a ouvert un terminal plat et m'a posé une seule question. Êtes-vous prêt à repartir? J'ai levé les yeux vers lui. On a le choix? Il a cliqué. L'écran s'est noirci, il s'est levé. Et moi, je me suis préparé. L'année est 2314. Cycle galactique 92 Delta. L'humanité a posé des drapeaux sur plus de 340 systèmes, terraformé des lunes, bâti des cités orbitales, vidé des astéroïdes comme des carcasses. Mais rien de tout ça ne nous protège des sphères noires. Elles apparaissent comme des masses d'ombre absolues, sans chaleur, sans gravité propre, mais capables de tordre l'espace. Parfois sur une planète déserte, parfois dans une colonie habitée. À chaque fois, une brèche dans la réalité, un monde clos, un piège sans prédateur. Personne ne comprend vraiment ce qu'elles sont, mais on continue d'y aller. C'est pour ça qu'on a créé Obscura. Pas une armée, pas une agence, un groupe. 8 personnes, toujours 8, jamais plus, spécialistes de l'irreproductible, de l'illisible, du non-réversible. On ne combat rien, on observe, on note, on survit, et parfois, on ferme la porte derrière nous. Le nouveau dossier m'attendait dans ma cabine. Cachet noir, bordure grise, mission OB8, sphère active, Néréide 6, station Adalis, objectif, extraction bioéchantillon, confirmation d'activité résiduelle, neutralisation de l'IA intégrée, phrase d'activation enregistrée, vivant, mais silencieux, équipe, inchangée. Descente, 12h30 standard. Profondeur, moins 12 300 mètres. Température externe, 1,2 degrés Celsius. Pression estimée, 1250 bars. J'ai refermé le dossier. Adalis, ancienne base biologique sous-marine. Fermée depuis 8 ans. Protocole d'isolement déclenché après un incident classé. Surcharge neurologique en milieu confiné. Officiellement, défaillance système. Officieusement, une sphère s'est ouverte au fond de l'océan. Et quelqu'un, ou quelque chose, a parlé. Pas une voix, pas une ombre.
Juste cette phrase. Vivant, mais silencieux. Et pour ça, on redescend. Je n'ai pas demandé à repartir. Mais quand le sas de transfert s'est ouvert et que j'ai retrouvé Réa, droite, silencieuse, bras croisés devant la capsule OB8, j'ai su qu'on allait recommencer. Varda mâchait un bâtonnet de menthe trop fort. Elmak fixait le sol. Dupré ne clignait pas. Alia attachait ses gants avec une lenteur chirurgicale. Et moi, j'ai remis ma combinaison. J'ai ajusté les sangles. Et j'ai redemandé mon foulard. Ils me l'ont rendu, sans commentaire. Je l'ai noué autour de mon cou. Le tissu était froid, presque humide. Je n'ai rien dit. Pas encore. Il y a une différence entre tomber et plonger. Tomber, tu ne contrôles rien. Tu chutes, tu cries peut-être, ou tu fermes les yeux. Tu attends la fin. Mais plonger, c'est consentir. Tu regardes l'obscurité et tu dis « Vas-y, prends-moi lentement ». Le tube de transfert vibrerait si la pression extérieure n'était pas aussi dense. À l'intérieur, on était engoncé dans une capsule descendante, oblongue, bardée de couches composites, fixée sur nos sièges de confinement. Réa était devant, parfaitement immobile. Moi à l'arrière, dos à la baie opaque. Je sentais pourtant l'océan tout autour. L'eau en masse, l'eau en attente. Sur Néréide 6, la couche abyssale commence à 4000 mètres. La base Adalis est posée à plus de 12 000. Zone de non-retour. Pression estimée à 1250 bars. Suffisante pour écraser une foreuse orbitale comme une canette vide. Et c'est là qu'on allait, en ligne droite. La descente durait 1 heure, pas de propulsion, juste la gravité, contrôlée par une descente magnéto-hydraulique, avec ancrage tous les 2000 mètres pour stabilisation. Si quelque chose nous heurtait, un rocher, une créature, on ne le sentirait pas, on s'écraserait, simplement. Une lumière verte pulsait doucement dans le compartiment, une pour chaque tranche de 100 mètres parcourus. Je la regardais danser sur mon plastron, comme si chaque pulsation était un pas de plus vers quelque chose que personne ne voulait vraiment voir. Descente nominale. Grésilla l'IA du module. Voix neutre, synthèse classique, aucune fluctuation. C'était rassurant. Le silence de l'IA en surface était une chose. Ici, elle parlait encore. C'est ce que je me disais pour ne pas penser à Emon-Ra. Profondeur. Moins 2600 mètres. Poursuivit-elle. Elmak tapait frénétiquement sur son terminal portable. Il avait déjà modifié les algorithmes de détection spectrale pour scanner les molécules atypiques dans l'eau. Il avait l'air d'un homme qui préparait son propre cercueil avec méthode. Dupré, en face de moi, me fixait. Ou plutôt, il fixait mon épaule gauche. Son regard était vide, mais pas inexpressif. Je savais ce que ça voulait dire. Son implant captait déjà des anomalies, des sons ou des mouvements qu'aucun de nous n'entendait encore. Je n'ai rien dit. Il aurait menti. Varda mâchait son chewing-gum comme si ça allait la protéger. Elle tapait du pied contre la coque. Bom, bom, bom. Une pulsation rythmée. Je savais qu'elle pensait à autre chose. Elle fait toujours ça quand elle a peur. Elle joue les cools. Elle fait du bruit. Elle crée du mouvement. Profondeur. Moins 4800 mètres. Une vibration légère. Un clac, second. L'ancrage magnétique venait de se désengager. La lumière a changé. Du vert pâle, elle est passée à un jaune plus lourd. On entrait dans la zone d'anoxie. Plus de lumière naturelle, plus d'écho. L'eau devient une masse sourde, un sarcophage fluide. Quelqu'un veut parier sur ce qu'on va trouver ? Lança Varda sans regarder personne. Des tentacules, des champignons et des cadavres pleins d'amour, Répondit Elmak, toujours penché sur son écran. Charmant. Dit-elle. J'espère que ça sera une station vide. Juste vide. Juste morte. Souffla Dupré. Je me suis tourné légèrement vers lui. C'était rare de l'entendre parler. Encore plus rare de l'entendre espérer. Profondeur. Moins 7200 mètres. Un nouveau clac. Je commençais à sentir la pression dans mes articulations. Ce n'est pas censé être possible, pas à travers une combinaison tactique comme la nôtre, mais je le sentais quand même. Un écrasement interne, une densité dans les os.
J'ai bougé mes doigts, 3 fois, juste pour vérifier qu'ils m'appartenaient encore, On va devoir faire un check-up intégral dès l'entrée. rappela Réa. Filtration, pression, température. Si les systèmes auxiliaires sont toujours en ligne, l'IA pourra nous confirmer l'état structurel. Si elle est encore l'IA. Marmonna Varda. Profondeur, moins 9000 mètres. On n'a pas répondu. À ce niveau, la mer n'est plus une mer. Elle devient une masse étrangère, viscérale, hostile. Les parois de la capsule commençaient à vibrer à peine perceptiblement. Une fréquence basse, comme un battement de cœur lent, enterré dans le métal. Je regardais la paroi face à moi. J'aurais juré y voir une ondulation, un reflet. Mais c'était peut-être moi. Réa tourna légèrement la tête. Dans 10 minutes, le module de SAS de Adalis s'ouvrira automatiquement. Pas de signal de confirmation, l'intelligence artificielle ne répond plus depuis la transmission initiale. Je fixai son profil. Raide, net, impassible. « Tu penses qu'il reste quelqu'un là-dessous » demandai-je. Elle ne répondit pas. Mais ses yeux dans le reflet de la paroi disaient oui. Profondeur, moins 11 800 mètres. Dernier verrou. La lumière est devenue rouge. Pas d'alarme, pas de hurlement, juste cette lumière sourde, comme un sang diffus, Prêt à engager. déclara l'IA. J'ai vérifié mon harnais. La main sur mon fusil, je sentais la sueur remonter sous ma nuque. C'était froid, pas normal. Je passai un doigt sur mon foulard, un simple tissu, sale, taché, mais toujours là. Profondeur, moins 12 300 mètres. Un claquement plus sec, puis le bruit du verrou hydraulique, puis le sas s'ouvrit, et l'odeur qui monta du tunnel de liaison me fit reculer d'un demi-centimètre. Pas une odeur de mort, pas une odeur de moisissure, une odeur de chair, vivante, humide, lourde, comme si la station elle-même avait commencé à pourrir, sans mourir. Et maintenant, elle nous ouvrait la bouche. Le premier pas à l'intérieur d'Adalis m'a donné l'impression d'enfoncer ma jambe dans un animal encore tiède. La gravité était normale, l'air aussi en théorie. Mais l'humidité, elle collait, dense, saturée. Je pouvais presque la mâcher. Mon scanner clignotait sans alarme. Aucun toxique, aucune radiation. Juste une note passive. Particules organiques non identifiées, densité anormale. Je suis resté là, dans le sas de transition, le pied encore à demi suspendu, et j'ai observé. La lumière était faible, pas éteinte, non, présente, mais en retrait, comme si elle ne voulait pas éclairer ce qu'elle montrait. Un flux glauque, verdâtre, émis par des bandeaux luminescents couverts de dépôts. Pas de fuite visible, pas d'explosion, pas de traces de lutte, mais tout était mouillé. Pas simplement trempé, imprégné. Les murs suintaient, littéralement. De petits filets transparents coulaient dans les jointures, s'éparpillaient en gouttelettes brunes sur le sol, puis s'évaporaient avant de toucher nos bottes. Comme si la station respirait de l'eau, mais ne la gardait pas. Derrière moi, Alia s'arrêta. Elle fixait la texture des murs avec une expression que je connaissais trop bien, celle d'un esprit qui reconnaît quelque chose, sans pouvoir encore le nommer. Alia, tu captes une activité organique dans l'eau ? Elle en contient trop pour être inerte. Répondit-elle sans détourner les yeux de son terminal. Si ce n'est pas vivant, ça veut le devenir. Sa voix était calme, mais son pouls disait autre chose. Réa passa devant moi sans un mot. Elle balaya l'intersection avec son fusil, puis fit signe d'avancer. Formation 2001, protocole bêta, scanner passif, silence actif. Dupré fermait la marche. Son canon thermique grésillait légèrement. Pas de visée active, juste une menace posée. Varda tapota le panneau de commande du sas intérieur. Il refusa de répondre. Elle sortit une sonde manuelle et la fixa dans l'interstice. L'humidité a bouffé les circuits de surface. Murmura-t-elle. Mais j'ai une tension résiduelle. La base n'est pas morte. C'est pas ce que mon nez dit. Répondit Dupré. Je sentais aussi une odeur forte, pas cadavérique, plutôt fermentée, comme du sang séché dans un bol en métal. Liaison complète.
annonça Varda. J'ouvre. Le panneau se décrocha dans un soupir écœurant, comme si la station elle-même le recrachait à contre-cœur. Le couloir au-delà n'était pas dans le noir. Mais je crois que j'aurais préféré. Les murs étaient recouverts de ce que je pris d'abord pour de la mousse. Fine, verte, translucide. Mais en m'approchant, je vis des structures. Filamenteuses, végétales, mais réactives. Elles se rétractaient au contact de la lumière de mon viseur. « Ce n'est pas de la mousse, » dit Elmac, accroupi près d'un coin. Alors quoi? Une culture? une interface. Je me tournai vers lui. Il se releva lentement, tenant un échantillon entre ses pinces. Cette matière n'est pas simplement posée, elle filtre. Elle absorbe certaines longueurs d'onde, peut-être des données, peut-être nos signatures thermiques. Il parlait à voix basse. Pas par peur, mais par instinct. Donc la station est colonisée? Non, elle est fusionnée. Je posai la main sur la cloison. Elle était tiède, vivante, mais elle ne pulsait pas. Et c'est ça qui me fit frissonner. Nous avons progressé vers la salle de contrôle 1. Aucun obstacle, aucun bruit. Juste cette sensation de glisser à l'intérieur d'un organe sans nom. Les couloirs étaient droits, les angles précis. L'infrastructure humaine était toujours là, mais décorée par de fines veines sombres, des stries minérales, des excroissances que ni l'eau ni le métal ne devraient produire. Et tout était humide, pas détrempé, lubrifié. « On est à combien du noyau IA ?» demandai-je. Elmac consulta son terminal. Il fronça les sourcils. La station a été réorganisée. Comment ça? Les plans standards ne correspondent plus. Certaines portes n'existent plus, d'autres, non répertoriées, sont apparues. T'es en train de me dire que la structure a changé de configuration? Oui, comme si elle s'était réécrite. Ou repliée sur elle-même. Réa s'approcha. Elle tendit le bras, paume vers la cloison. Une coulée de liquide translucide s'écoula sous sa main. Ça coule pas, ça suit. De la condensation, peut-être. Proposa Varda, peu convaincu. Je fis 2 pas, mon viseur balayant la prochaine intersection. Et je le vis, un corps, adossé au mur, pas en décomposition, pas effondré, assistant, les jambes tendues devant lui, les bras le long du corps, la tête légèrement penchée. Une combinaison bleue, ancien modèle, badge effacé par l'humidité, les gants manquants, la peau des mains, pelée, comme si on avait arraché la couche supérieure pour révéler autre chose. Je m'agenouillai lentement. Le casque était fendu, mais l'intérieur semblait intact. Son visage était conservé. Mais ses yeux étaient ouverts, et seconds. « Il respire ?» murmura Varda. « Non, dis-je, depuis longtemps. Mais ses yeux, je me penchai, et je jurai que ses pupilles se dilataient. « Elmac, ici !» Il approche, scanne, puis recula. Pas de battement, pas de flux, pas de signal neuronal. Mais les muscles oculaires montrent une activité réflexe. Il est vivant? Non, mais il réagit. À la lumière, à nous, peut-être à la présence. Je posai ma main sur son plastron. La combinaison était humide, chaude, mais le corps, froid, rigide. Ce n'est pas un survivant, c'est un récepteur. Réa s'accroupit à son tour. Elle tendit un doigt vers la bouche. Elle était entr'ouverte, et au fond de sa gorge, on distinguait un filament translucide, un fil, un cordon, relié au sol, comme un câble de données, un lien, un pont, entre ce corps et ce qui l'a remplacé. Je me redressai lentement. Ce n'est pas une station contaminée. Je me tournai vers eux. C'est un réseau, et nous sommes dedans. Il y avait un couloir, juste après la salle de contrôle auxiliaire, qui s'ouvrait vers les sections hydroponiques de la station. À l'origine, il devait servir à la circulation interne des fluides de culture, à la maintenance des circuits hydrauliques, des canaux secondaires, une colonne vertébrale technique. Aujourd'hui, c'était un boyau, un conduit à moitié rempli d'eau, pas totalement immergé, mais suffisant pour que le sol soit invisible.
On marchait sur quelques centimètres d'un liquide trouble, trop lourd, trop lent pour être de l'eau ordinaire. Mes bottes y sont entrées comme dans un fluide organique. Épais, tiède et presque résistant. Pas comme une opposition mécanique, plutôt comme si quelque chose me testait. J'ai senti la matière envelopper mes pieds, glisser sous les semelles renforcées, longer mes tibias jusqu'à s'arrêter juste sous la rotule. Et là, une pulsation, minuscule, mais distincte, comme si le fluide me prenait la mesure. J'ai figé ma respiration. Statut atmosphérique ? Ai-je soufflé ? Elmac vérifia ses lectures. Pression normale, température 6,7 degrés, oxydation minimale, aucune toxicité connue. Mais Mais quoi ? ce n'est pas de l'eau. J'ai tourné la tête. Lentement. Développe. La densité moléculaire est supérieure de 43%. On dirait un liquide colloïdal. Viscosite, Varda. Je l'ai vue, accroupie, en train d'analyser une goutte glissée de son gant. Elle ne répondait pas tout de suite. Elle était pâle. Ce truc a une composition variable. Il contient des lipides, des chaînes protéiques. C'est nutritif. Je me suis figé. Nutritif pour nous ? Non, nutritif en soi. Elmac ajouta, le ton plus grave. C'est un milieu de culture. Il est vivant, Kael. Pas au sens cellulaire. Pas un organisme, mais prébiotique. Une soupe originelle. Murmura Dupré. Ça a un goût de genèse. Je l'ai regardé. Il ne souriait pas. La progression était lente. À chaque pas, la sensation d'un fluide qui refuse la marche. Il se refermait derrière nous, sans bruit. Les ondes n'existaient pas dans cette matière. Pas de clapotis. Pas d'écho. À un moment, j'ai tendu la main et j'ai tenté de créer une vague. Rien, juste une déformation lente, comme un miroir liquide, qui reprenait sa forme sans jamais se briser. Quelqu'un peut me dire pourquoi il n'y a pas de turbulence ? Dis-je dans le canal. Silence. Puis Elmac. Ce fluide est compensatoire. Il annule les mouvements, comme s'il cherchait l'équilibre à tout prix. Ou qu'il refusait la violence. Souffla Réa. Je n'aimais pas sa voix, trop basse, trop calme. À ma droite, une ancienne baie vitrée offrait une vue sur l'océan externe. Ou ce qu'il en restait. Le verre était intact. Mais au-delà, la mer avait changé. Ce n'était plus une masse bleue opaque. C'était un brouillard liquide, parsemé de filaments lumineux, qui s'étendaient comme des racines. Des racines, des réseaux, des nervures. Elles pulsaient, lentement. Un rythme. Elmac, fis-je, sans détourner les yeux. Je vois, elles émettent De l'énergie ? de l'information. Je me suis approché. Mon souffle se condensait légèrement contre la visière. Je distinguais un motif dans ces lumières. Un mouvement répété. Une forme, presque géométrique, presque humaine. Il y a quelque chose dehors. Souffla Varda. Elle l'avait vu aussi. Une silhouette, à 20, peut-être 30 mètres au-delà de la vitre. Immobile, suspendue, ses bras tendus de chaque côté, tête inclinée. Pas un scaphandre, pas une combinaison. Un corps, nu, flottant dans la gelée obscure. Mais pas mort. Les racines s'attachaient à lui doucement, comme des bras de soie, Il nous regarde. dit Dupré. C'est impossible. Répondit Réa, mais je le sentais aussi. Un regard, pas par les yeux, par la présence. Et le pire, je savais que ce n'était pas une menace. C'était une invitation, comme si la station disait « Vous êtes en sécurité ici. Il suffit de vous abandonner. » Je me suis redressé. On continue. Ma voix était plus sèche que je l'aurais voulu. Le canal est resté silencieux, mais les pas ont suivi. Quelques mètres plus loin, la lumière a changé. Les lampes au plafond se sont éteintes, une à une, et une autre lumière est apparue. Pas projetée, émise, par le fluide, par le sol. Un halo bleuté s'est formé autour de nos jambes. Puis, lentement,
Il a remonté le long de nos corps, sans contact, comme une lecture spectrale. Et il s'est arrêté au niveau du visage. Là, il est resté, fixe. Elmac, demandai-je d'un ton plus dur. Je ne sais pas. C'est une signature énergétique. Peut-être une tentative de scan. Tentative de quoi? Il leva la tête vers moi, et ses yeux étaient agrandis, dilatés, excités. De connexion. Je sentis mes mains se crisper. La lumière nous lisait, et elle attendait une réponse. Il y a eu un couloir, puis une autre porte, et au-delà, une salle d'entretien. Je croyais connaître ce genre d'endroit. Sol grillagé, murs renforcés, colonnes d'outils suspendues, tuyauterie apparente, odeur de graisse, de métal, de sueur humaine. Mais Adalis ne ressemblait plus à Adalis. L'endroit avait été habité, pas par des humains, par autre chose. La lumière d'abord, pas celle des plafonniers. Une clarté émise depuis les murs eux-mêmes. Une sorte de bioluminescence, pulsée par endroits, comme des flashs respiratoires. Elle bougeait selon nos mouvements. Pas une illusion, un suivi. Puis les structures, des câbles, partout, suspendus comme des racines à l'envers, étaient enveloppées d'une matière molle, translucide, veineuse. Elle palpitait par endroits, très légèrement, comme si un souffle lent circulait à travers elle. On aurait dit des nerfs, pas posés, greffés. C'est une prolifération, murmura Elmac. Il s'était penché sur une excroissance, la sondant avec une pince fine, presque religieusement. Une membrane s'était ouverte sous la pression de l'outil, révélant une goutte laiteuse qui perla, resta suspendue, puis recula. Elle se referme, murmura-t-il, Elle sent qu'on la touche. ajouta Varda. C'est une putain de peau. Je n'ai rien dit, j'ai scanné la pièce. Pas d'alarme, pas de chaleur excessive. Mais tout mon corps me disait qu'on était observé. Pas par un œil, pas par une caméra, par l'environnement. Duprey, silencieux, s'était arrêté près d'une colonne de maintenance. Il fixait une armoire de câblage partiellement ouverte. Je l'ai rejoint. Et ce que j'ai vu m'a glacé. À l'intérieur, au lieu des circuits habituels, il y avait une masse. Un amas de matière dense, organique, fibrière, qui avait remplacé le câblage. Une excroissance, une tumeur électrique. Des filaments en sortaient, chacun terminé par une sorte de bouton luisant, semblable à une cellule sensorielle. Ça respirait, lentement. Mais ça respirait, Ces câbles, ils ne transmettent plus de courant. dit Duprey, Non, souffla Elmac derrière nous. ils transmettent autre chose. De l'énergie? Non. Des ordres. Je fis un pas en arrière. Mon pied glissa contre une grille. Et là, je le vis. Un nœud. Au centre de la pièce, juste derrière un établi, dissimulé sous un amas de tuyaux dissous, il y avait un amas central. Comme un cœur, gonflé, pulsatile, entouré de structures osseuses, fusionnées à des fragments de métal, des morceaux de mobilier, des restes de combinaisons, peut-être même un tibia. Je levai mon scanner. Émission thermique, 0. Champ bioélectrique, faible mais constant. Le cœur pensait, pas comme un cerveau, pas comme une IA, mais il traitait, il réagissait, il nous enregistrait. On est dans une zone de communication, conclus-je. Une bouche? Proposa Varda. Non, un nœud d'infection, un relais, un centre de traitement. Réa s'approcha, lente, calculée. Son regard glissa sur la masse. Il n'est pas agressif, pas défensif. Il attend. Il attend quoi? Lançai-je. Elle haussa les épaules. Une décision, un contact, un déclencheur. Et c'est là qu'elle toucha la paroi. Juste un doigt, juste un geste, et la matière réagit, pas violemment. Non, elle s'ouvrit, comme une fleur, comme une bouche, pas pour mordre, pour montrer. Un boyau s'était formé, un passage, il descendait, vers les niveaux inférieurs, vers la structure principale, vers la source, et au fond, une lueur, un bleu profond, stable, invitant. Je serrai la crosse de mon arme. Je n'aimais pas ça.
pas l'absence de réaction. Pas cette manière qu'avait la station de faciliter notre avancée. C'était comme si elle disait « Entrez, je suis déjà en vous, il ne reste qu'à finir le travail. » Réa se tourna vers moi. C'est la suite logique. C'est là qu'on doit aller. Je hochai la tête. Mais en moi, quelque chose bougeait. Pas de la peur. Un doute. Pas sur l'ennemi, sur nous, et sur combien d'entre nous étaient encore. Nous, le passage qu'avait ouvert la structure, cette excroissance mi-organique, mi-technologique, descendait en colimaçon, avalée par des parois qui n'étaient plus vraiment de l'acier, pas de la chair non plus. Quelque chose entre les deux. Un hybride. Le genre de surface qui ne devrait pas exister, dense comme du métal, mais douce comme de la peau cicatrisée. Elle absorbait nos lampes frontales, comme si la lumière, ici, était tolérée à contre-cœur. Et pourtant, elle nous guidait. La matière pulsait lentement, indiquant la voie avec de subtiles modulations de couleurs. Du rouge vers le bleu, du chaud vers le froid, comme un système nerveux, Réa en tête, suivi de moi, puis Elmac. Varda et Dupré fermèrent la marche. On ne parlait plus, pas depuis que la chose avait ouvert le passage sans forcer, pas depuis que le silence, ici, semblait plus dense qu'un mur, pas depuis que la station nous répondait. On arriva à une porte brisée, pas arrachée, fondue. Une matière noire la recouvrait comme une croûte sèche. Réa poussa avec la crosse de son fusil. Le battant céda, lentement, et ce qu'on découvrit à l'intérieur nous cloua sur place. La pièce devait être une salle de repos, à l'origine. Des bancs, des casiers, un distributeur d'oxygène mural, un coin pour boire, s'allonger, récupérer. Aujourd'hui, c'était un tombeau. Un seul corps, au centre, assis sur un banc, torse droit. Bras posés sur les genoux, comme un homme en pose. Mais il n'était pas vivant. Et ce n'était pas un cadavre. C'était autre chose. Sa peau n'était plus qu'un film gris. Ses yeux, 2 disques vitreux fixés droit devant. Ses lèvres étaient collées, comme scellées par une résine naturelle. Mais ce n'est pas ce qui m'a fait reculer. C'était ce qui sortait de lui. Un cordon, une racine translucide. Elle partait de sa nuque, glissait le long du dos, serpentait sur le sol et se connectait à la paroi, comme un câble de transfert. Elmac se pencha lentement. Il sortit un scalpel à plasma, approcha. « Pas touche, dis-je. » Il s'arrêta. « Je veux juste confirmer. » « Confirmer quoi ?» Il tourna la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'une fièvre contrôlée. « S'il rêve encore. » Réa approcha à son tour. Elle sortit un scanner synaptique, un outil utilisé pour détecter des traces d'activité corticale dans des cas extrêmes. Elle l'approcha de la tempe du technicien. L'écran clignota. Une onde faible, un pic, puis un second. Régulier, bas, stable. « Ce n'est pas une fonction cérébrale active, » commenta-t-elle. « C'est une boucle. » Une boucle de quoi ? Demanda Varda. De résonance. Comme si une pensée avait été capturée au moment de la mort, et qu'elle tournait encore. Je me penchai. Les traits de l'homme ne bougeaient pas, mais j'avais l'impression que son regard me voyait. « Qui c'est ?» dis-je. Elmac approcha, vérifiant un badge fondu sur la combinaison. Il gratta la surface, lentement, et laissa apparaître un nom. Tavish, Tech 2, Bio Infra. Il était affecté aux sections humides, précisa-t-il. Entretien des circuits organiques, quand ils ont commencé à expérimenter la culture vivante ici. Donc c'est lui qui... Non, c'est pas lui qui l'a fait, c'est lui qui a été le premier à être fait. J'ai senti mon estomac se contracter. Pas de peur, de reconnaissance. Ce visage, figé. Cette posture, ça me rappelait quelque chose. Un souvenir lointain, enfoui dans la poussière d'une autre sphère. Tétaneuf peut-être. Un soldat retrouvé debout, immobilisé, mais présent. « On le laisse ?» demanda Dupré. Réa mit un temps avant de répondre. Elle regarda les connexions, les câbles, le cordon rachidien translucide. Puis elle dit simplement « Il est intégré. On ne peut pas le retirer. » Varda haussa les épaules. Il semble content de toute façon. C'était une blague.
Mais elle ne rit pas. Personne ne rit. Je passai lentement ma main sur la surface du banc. Elle était chaude. Et sous mes doigts, je sentis un rythme. Un battement, pas celui de Tavish, celui de la station, comme si Adalis respirait à travers lui. Réa déclara. On continue, on le laisse, on le note. Elle fit un pas, mais moi, je suis resté un instant de plus. J'ai levé les yeux vers ce visage figé, et j'ai murmuré, à peine. T'as essayé de résister, hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne m'attendais pas à une réponse. Mais je jure que son œil gauche a légèrement tremblé. C'est arrivé d'un détail, comme toujours. Pas une explosion, pas un cri. Juste une goutte, rouge. Varda marchait devant moi. Elle venait de faire une analyse sur le terminal principal, un de ceux encore actifs dans le secteur 4D, près de l'ancien centre de pilotage robotique. Une console débranchée, mais encore partiellement intégrée à la structure organique. On aurait dit qu'elle avait été avalée, puis recrachée. Elle était concentrée, comme toujours. Rigoureuse. Les yeux fixés sur les lignes de code reconstruites à partir de séquences fractales. Et puis, elle a levé la main, pour se frotter le nez. Un geste simple, humain. Mais quand elle a baissé les doigts, il y avait du sang. « T'as vu ça ?» demanda-t-elle presque distraitement, en montrant la goutte sur sa paume. « Bouge pas, répondis-je. Je m'approchai, lentement. Ce n'était pas une simple hémorragie. Le sang coulait lentement, épais, trop sombre, presque violet. Tu t'es cogné ? Non, j'ai rien senti. Je fis signe à Elmac. Il se rapprocha, scanna. La lumière verte de son terminal passa sur le visage de Varda, la gorge, les sinus. Il fronça les sourcils. Il y a une inflammation des tissus muqueux, pas locale. Généralisée. Généralisé. Répéta-t-elle. Elle commença à respirer plus fort. Pas de panique, pas encore. Mais l'idée s'infiltrait, comme l'eau. Douleur, dis-je. Non, je te dis que je sens rien, Kael. Elle renifla. Mauvais réflexe. Un nouveau filet de sang glissa, cette fois le long de sa narine droite, puis de l'autre, lentement. Et je vis, très clairement, quelque chose bouger sous la peau de sa joue. « Stop, retire ton casque, maintenant. » Elle obéit, tremblante. Elle libéra ses attaches, bascula le verrou et enleva son casque. Et là, tout s'arrêta. Le temps, les bruits, même ma propre respiration. La peau autour de ses yeux avait changé. Pas beaucoup. Pas assez pour choquer un non-entraîné. Mais moi, je le vis tout de suite. Les capillaires avaient migré. Ils formaient un motif symétrique, intentionnel, comme un schéma imprimé sous l'épiderme. Une empreinte. C'est l'eau, dis-je. Elmac hocha lentement la tête. Elle a été en contact direct avec le fluide au niveau du passage 3D. Elle a retiré son gant quelques secondes pour examiner un dépôt. Putain! Souffla Dupré derrière nous. Varda commençait à trembler. Je vais bien, Kael. Je vous jure, je me sens bien. C'est juste, Elle porte la main à sa gorge. ça chatouille. Je levai mon fusil, le canon droit sur son sternum. Réa n'était pas encore arrivée. Elle inspectait les portes plus bas. Je n'attendais pas l'ordre. Je ne voulais pas attendre. Mais Varda ne recula pas. Elle me regardait, et ses yeux, ses pupilles, avaient une légère bifurcation. Une séparation verticale, comme une division cellulaire. Pas un délire, pas une illusion, un processus. Elle devenait autre chose. Et pourtant, elle parlait encore comme Varda. Elle était encore Varda. Et je n'avais jamais autant eu envie de tirer. Elmac parla le premier. C'est peut-être réversible. Non, c'est pas réversible, dis-je. Pas avec ce qu'on a vu. Tavish, les câbles, les pulsations, le réseau, C'est lent, insista-t-il. pas violent. Ça ne cherche pas à tuer. Ça adapte. Tu crois que ça change quelque chose? Si elle devient autre, qu'elle souffre ou pas? Je me retournai vers Varda. Tu veux qu'on t'aide ? Ou tu veux rester là ? Elle hésita. Vraiment.
Elle regarda ses mains, ses doigts, puis ses bras, et lentement, elle écarta les bras, offrant son torse, ses veines. « Je veux rester moi. » dit-elle, mais sa voix était trop douce, comme si elle voulait me convaincre, comme si elle ne savait plus vraiment. J'ai baissé mon arme, pas par choix, parce qu'elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes, pas de l'eau, une sécrétion claire, légèrement phosphorescente. Elle coula le long de ses joues, et j'ai su que le choix n'existait plus. Réa arriva. Elle vit. Elle comprit. Tout de suite. Elle prit une seringue d'isolement, injecta un stabilisateur, ordonna un confinement partiel. Isolement médicamenteux, arrêt des fonctions motrices, pas cérébrales. Elle voulait la ramener. Moi, je voulais juste qu'elle reste là. On a installé Varda dans un coin de la salle. On a fixé ses membres avec des attaches plastiques. Pas de force, juste au cas où. Elle nous a regardé faire, sans bouger, et au moment où j'ai refermé son casque autour de son visage, j'ai entendu un bruit, un très léger bruit. Pas sa voix, un crépitement, un murmure, depuis l'intérieur du casque, comme un signal radio. Mais ce n'était pas le nôtre. Les niveaux inférieurs étaient plus anciens, moins touchés par l'infection, du moins en apparence. Moins de lumière, moins de structure, mais pas moins de présence. Il y avait ce silence, épais, dense, pas l'absence de bruit, un silence vivant, qui bouge, qui écoute. J'avais déjà ressenti ça, sur Theta 9, avant que l'équipe tombe une par une dans ce puits de lumière inversé, avant que je sois le dernier à en sortir. C'était le même genre de silence, un silence qui fait des choix. Réa menait, elle avait repris sa cadence mécanique, cette façon d'avancer sans perdre de vue ni le but, ni les hommes. Moi, je couvrais l'arrière. Je jetai un œil vers le haut, vers le tunnel qu'on venait de quitter, et une idée me traversa. Si ce boyau se referme, on est déjà mort, mais il ne s'est pas refermé. Pas encore. Centre de cryostabilisation à 70 mètres, annonça Elmac. Ce niveau n'est pas dans la carte. Répondit Réa, Adalis a été réécrite. Je te rappelle, marmonna-t-il. rien ici n'a de sens selon l'architecture standard. Il avait raison. Les murs n'étaient plus métalliques, pas totalement. On avançait dans un boyau où les cloisons avaient été remplacées, pas construites. Remplacées, des fibres montaient le long des parois comme des tendons. Certains segments pulsaient très légèrement, au rythme de nos pas, comme si la station calait sa respiration sur la nôtre. Dupré l'a remarqué. Il m'a jeté un regard. Pas de mots, mais je savais. Tu vois ce que je vois. Je voyais, et j'aurais préféré devenir aveugle. La porte était là, étrangement intacte, marquée Unité B4, conservation humaine, régulation organismique. Un mot que je ne connaissais pas dans la classification, organismique, pas officiel, pas réglementaire. Elmac fronça les sourcils. C'est une salle froide, un entrepôt biologique. T'es sûr que c'est pas une morgue ? Dis-je. Il hocha la tête, mais sans conviction. Réa ouvrit. La porte glissa avec un soupir long, organique, presque triste. Et l'air qui sortit me frappa à la gorge. Glacé, stérile, et au fond, une note douce, sucrée, comme un parfum, de sommeil. Ils étaient là, 6 cuves, alignées, translucides, chacune contenant un corps. Pas des cadavres, pas des clones, des humains, ou ce qu'il en restait. Je me suis approché de la première cuve. La femme à l'intérieur avait le crâne rasé. Des tubes entraient dans sa colonne vertébrale. Ses paupières étaient mi-closes, son visage paisible, et ses doigts remuaient, lentement, un rythme. « Activité synaptique ?» demandai-je. Elmac scana. Le terminal clignota. Il pâlit. Oui, active, lente, mais structurée. Rêve ? Peut-être. Je passai la main sur la vitre. Elle était tiède. Ce ne sont pas des sujets morts. Ce sont des interfaces. La deuxième cuve contenait un homme, grand, émacié, les veines apparentes,
Des symboles tatoués sur son torse. Pas religieux, pas artistiques. Techniques. Des séquences ADN codées, imprimées sur la peau. Ces gens... Commença Dupré. Il n'osa pas finir. Réa le fit pour lui. Ce sont les cobayes. Elle ne le disait pas avec colère, ni compassion, juste un fait, un verdict. La 4e cuve m'attira, sans raison. Je m'en approchai. Le liquide intérieur avait une teinte plus claire. La silhouette, différente, plus petite. Le visage caché par un angle de chevelure flottante. Je posai la main contre le verre, et là, elle ouvrit les yeux, bleus, brillants, conscients. Elle me regardait. Pas un réflexe, pas une réaction thermique, un regard. « Putain, elle est vivante !» lançai-je. Elmac accourut. Réa aussi. Ils virent. L'œil bougea, se concentra sur chacun de nous, puis revint sur moi. Et ses lèvres remuèrent. Pas pour crier, pas pour demander, pour dire un mot, un seul, que je ne pus entendre, mais que je lus. « Aide-moi, on la sort », dis-je. « Non !» répondit Réa. « T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ses yeux? Elle est connectée au système. Tu la débranches, tu détruis un point d'ancrage. On ne sait pas ce que ça déclenche. Et si elle est humaine ?» Plus maintenant, Kael. Sa voix était froide, mais je sentais l'hésitation. Je tournai la tête vers la femme, et elle pleurait. Pas d'eau, des filaments, des larmes vivantes. « Je prends la décision, dis-je. » Je dégainai mon outil de découpe. Et Réa posa sa main sur mon bras. « Ne fais pas ça. Pas encore. » Je la fixai, mais je n'ai pas tranché, pas tout de suite, car au fond de la salle, la 7e cuve venait de s'allumer. Et elle n'était pas vide. La 7e cuve n'était pas sur les plans. Pas d'identifiant, pas de balise. Juste un caisson sombre, intégré dans un pan du mur que je croyais être structurel. Quand la lumière verte s'est activée, tout le mur a respiré. Littéralement. Une dépression lente, comme un thorax endormi qui venait de se réveiller. Et là, derrière la vitre, un corps. Pas un clone, pas un déchet de laboratoire. Quelqu'un debout. Le liquide était plus clair que dans les autres cuves, presque transparent. Le corps était en suspension, bras écartés, tête penchée, yeux fermés, nombreux mais intacts. Et ce n'est pas son visage qui m'a figé, c'est son bras. Un bras fusionné à la paroi intérieure de la cuve, par une matrice organique translucide, tissée comme une toile de nerfs et de cartilage. Une greffe, pas pour maintenir en vie, pour connecter. Elmac siffla entre ses dents. Ça, c'est pas un sujet, c'est un nœud central. Un quoi? Il est en symbiose avec l'environnement. Pas contrôlé, pas manipulé, combiné. Tu veux dire, la station est branchée à lui? Il hocha la tête et ajouta, à voix plus basse. Peut-être même que c'est lui la station. Réa s'approcha du terminal latéral. Elle tenta une interface. Pas de contrôle externe. Protocole cassé. La cuve ne répond à aucun ordre. Même pas au shutdown. On pourrait le forcer, proposa Dupré. Elle le regarda. Tu veux briser un nœud central en pleine structure organique vivante, alors qu'on est à 12 000 mètres sous la mer? Il haussa les épaules. J'ai vu pire. Moi aussi, mais pas ici. Et c'est là qu'Alia bougea. Je ne l'avais pas vue. Elle était restée en arrière, près de la 4e cuve, celle de la femme qui m'avait regardé. Elle avait son gant retiré, sa peau nue posée contre le verre, les doigts collés. Pas volontairement, mais comme si le fluide à l'intérieur les avait happés. « Alia, reviens ici », lançai-je. Trop tard. Le verre vibra, puis se dissolut, comme du sucre dans de l'acide, et le fluide la saisit. Pas avec violence, pas brutalement, mais avec une précision chirurgicale. Le bras d'Alia fut aspiré, pas avalé, intégré. Elle hurla, pas de douleur, de surprise. J'arrive pas à me dégager. Je courus, attrapai son épaule. Tirai, impossible. Sa chair fondait dans la cuve, pas brûlée, fusionnée. Ses doigts n'étaient déjà plus là. À la place, une texture nouvelle, une peau fine,
irisé, parcouru de petits filaments nerveux. Kael, fais quelque chose. Je regardai Rhea. Elle dégaina un couteau court, mais elle ne bougea pas. Trop lent, trop tard. J'ai pris ma lame, tranchée net, juste au-dessus du coude. Le cri d'Alia se coinça dans sa gorge. Elle tomba à genoux, le moignon fumant, du sang et autre chose, des fibres translucides qui battaient encore. Je reculai, le fluide dans la cuve frémissait, pas en colère, mais curieux, comme si ce n'était pas fini, comme si ce n'était qu'un échantillon. Dupré verrouilla le bras d'Alia avec un garrot instantané. Elle ne pleurait pas encore, elle tremblait, et elle murmura, entre ses dents serrées, « Ce n'est pas hostile. Ce n'est pas... C'est moi qui l'ai appelé. » Je me tournai vers elle, furieux. « T'as mis toute l'équipe en danger. Tu crois que ce truc veut t'aider? T'as vu Tavish? T'as vu Varda ?» Elle secoua la tête. Tu comprends pas. C'est pas une attaque. C'est une réponse. Une réponse à quoi? Elle leva les yeux, et son regard n'était pas le même. Il y avait une lumière dedans, une clarté, trop nette, trop consciente. À notre présence, à notre structure. Il essaie de nous lire. Rhea, on part, dis-je. Elle hésita, pour la première fois depuis longtemps. Et les cuves, et ce nœud? On enverra un drone, une sonde. Mais là, on doit sortir, avant que la station décide de nous garder. Elle regarda la 7e cuve. L'homme, le bras greffé, puis Alia, le sang, les fibres, et elle hocha la tête. Repli. Niveau supérieur. Point d'exfil prévu dans 2 heures. On laisse tout. Alors qu'on sortait, le terminal latéral s'activa tout seul. Un écran s'allume. Un mot clignota, écrit en lettres humaines. Retour. Et sous ce mot, un autre. Plus petit, moins net, mais visible. UN. Je n'ai rien dit, mais je l'ai senti dans mes os. La station ne nous attaquait pas. Elle nous rassemblait. On remontait, pas en fuite, pas encore. Mais la tension s'était incrustée dans la colonne vertébrale de chacun. Même Rhea. Ses pas restaient réguliers, précis, mais je voyais ses doigts, les 2 du milieu, sur la crosse de son arme, trembler légèrement à chaque battement de son cœur. Alia, soutenue par Dupré, avançait tant bien que mal. Son moignon, compressé sous la gaine hémostatique, saignait encore par à-coups. Pas du sang pur, une sécrétion visqueuse, au reflet nacré. Elle ne disait plus rien, elle écoutait. Et ce silence, ce putain de silence. Plus nous montions, plus je sentais le bruit du vivant diminuer. Pas comme une extinction, comme un repli. La station, je le sentais, se retirait sur elle-même. Elle absorbait, elle digérait, et elle attendait. « Il faut s'arrêter, » dit Elmac. « T'as une idée brillante ou tu veux juste mourir proprement ?» répliqua Dupré. « Il faut l'isoler, Kael. Regarde. » Je regardais. Alia avait de la sueur sur le front. Mais elle ne tremblait pas. Elle souriait, léger, presque imperceptible. Et sur son cou, sous la peau, je vis une lumière. Une pulsation, une source bleue, diffuse. Comme un cœur secondaire. Je braquai mon arme sur elle. Rhea leva la main. Pas encore. On est déjà en retard. On a 2 heures avant le point d'exfil. Et si on passe par les niveaux infestés, on perd l'avantage. Elle ralentit tout. C'est un membre de l'équipe. Plus maintenant. Je la regardais. Elle me soutint du regard. Pas un duel. Une guerre froide. Condensée dans 5 secondes de silence. Et puis Alia parla. Sa voix était claire. Pas comme avant. Pas altérée non plus, mais portée. Comme si quelque chose derrière elle poussait les mots. Je sais que je suis en train de changer, Elle tourna lentement la tête vers moi. mais je ne ressens pas de perte. Ni de douleur, ni de peur. Elle marqua une pause. Je ressens de la connexion. J'approchais, lentement. Connexion à quoi? À tout. À la station. À Tavish. Aux cuves. À Varda. Elle sourit, sans ironie. À toi, Kael. Je m'immobilisai. Ses yeux n'étaient pas modifiés, pas encore.
Mais son regard portait autre chose. Une paix. Et ça, c'était plus terrifiant que la douleur. Réa prit la parole, tranchante. On n'est pas ici pour communier, on est venu collecter, analyser, classer. Elle s'approcha. Et maintenant, on doit nettoyer. Elle dégaina une seringue noire. Pas de médication. Un inhibiteur total, allié à la vie. Et elle baissa les yeux. Pas de protestation, pas de cri. Juste une main tendue. Offrande. Mais c'est à ce moment-là que le sol se mit à trembler. Pas fort. Pas un séisme. Un spasme. Comme un mouvement intestinal. Un frisson dans les entrailles de la station. Et soudain, le mur gauche s'ouvrit. Pas une porte, une fente. Charnue, molle. Et dedans, Varda. Elle n'était pas attachée. Elle marchait. Ou plutôt, elle flottait. Ses pieds touchaient à peine le sol. Son visage était calme, ses bras le long du corps, et dans son dos, des prolongements. Pas des tentacules, pas des câbles, des extensions tissulaires issues de la base de sa colonne vertébrale, montant en vrille autour d'elle comme une couronne de nerfs. Elmac recula. « C'est pas elle. » « Si, dis-je. »« Non. Pas. Plus. » C'est un vecteur. » Et elle nous regarda. Et elle sourit. Pas pour nous rassurer, pas pour séduire, juste, sincèrement. Puis elle parla. « Ce n'est pas une infection. » Sa voix était double. La sienne. Et autre chose. En dessous. Une fréquence. Un écho infraperceptible. « C'est une structure d'accueil. » Une mise à jour. Dupré leva son arme. « Bouge pas. » Tu peux tirer, Michael. Mais ça ne changera rien. Je suis déjà ailleurs. Et elle leva la main. Juste un geste. Et les murs réagirent. Des veines se dilatèrent. Des excroissances se dressèrent. Pas comme des armes, comme des antennes. Et j'ai compris. Ce n'était pas une attaque. C'était un appel. Et la station répondait. Alors j'ai tiré. 3 balles. 1 dans la gorge. 2 dans le sternum. Varda s'effondra. Silencieusement. Sans violence. Les prolongements s'agitèrent. Puis se fanèrent. Comme des fleurs brûlées. Réa se tourna vers moi. Elle ne dit rien. Mais elle hocha la tête. Et elle injecta l'inhibiteur dans Alia. Elle tomba. Pas morte. Juste mise en veille. Et la station s'assombrit. Comme si elle avait perdu un relais. Comme si elle comprenait. Le premier signal, c'était l'air. Pas une alarme. Pas une lumière rouge. Un changement de goût. Je m'en suis rendu compte en respirant. Le filtre de mon casque avait basculé en boucle interne, signe que l'atmosphère était en train de muter. Une note métallique dans l'air. Le genre de sensation qu'on ressent quand on entre dans une chambre cryogénique qui vient de décongeler un organisme vivant. Et derrière ça, une chaleur. Comme si la station commençait à s'éveiller, ou à digérer. Boucle fermée ? Demanda Réa dans le canal. Active. Confirmèrent Telmac et Dupré. Moi aussi. Même Alia, inconsciente mais stabilisée, était sous capsule interne. Sa respiration était lente. Ses battements, déphasés. Comme si quelque chose dans son sang battait à contretemps. Je m'en occupais plus. Pas par négligence. Par nécessité. Elle était déjà trop loin. On reprenait le chemin vers le sas secondaire. Un raccourci repéré par Varda avant sa transformation. Un tunnel de maintenance immergé jusqu'au bassin thoracique, menant vers une plateforme d'évacuation auxiliaire. Un tunnel qu'on n'espérait pas encore modifié. Mais à la première intersection, on a vu des filaments, des centaines, émerger du sol, du plafond, des murs. Pas fixes, mobiles, ils flottaient dans l'air, comme suspendus à une respiration inversée. Pas agressifs, pas encore, mais présents, comme des poils sensoriels, des nerfs explorateurs. « Il cherche », murmura Elmac. Quoi ? Il regarda Alia, puis moi, puis Réa. « Nous, ou ce qui manque. » Un des filaments s'approcha, lentement. Il effleura l'armure de Dupré. Pas d'impact, pas de réaction, mais une trace, un dépôt visqueux, luminescent. Dupré le regarda, le toucha du doigt, et l'écrasa entre 2 gants. « C'est chaud, » dit-il. Et dans son dos, la lumière baissa. Je dégainai.
Le canon pointé vers le plafond. Quelque chose bouge. Soufflai-je. Ils le virent aussi. Une masse. Lente, énorme. Pas un organisme identifiable. Un mouvement. Comme si la structure elle-même coulait. Les parois, jadis rigides, semblaient ramollies. Flexibles. Prêtes à se refermer. Faut passer maintenant, lançai-je. Réa hocha la tête. On entra dans le tunnel immergé. L'eau, ou ce qui en restait, nous attendait. Je fus le premier à y plonger jusqu'aux hanches. Et tout de suite, je compris que ce n'était pas le même liquide qu'à l'arrivée. Il était plus chaud, plus dense, et il remuait, pas avec les courants, avec un pouls, une pulsation lente, coïncidant parfaitement avec la respiration d'Alia. « Kael, regarde ça !» dit Elmac. Il montra un panneau de contrôle. Une ancienne console de régulation de l'oxygène. Elle était ouverte, pas mécaniquement, biologiquement, fendue comme une bouche. Et dedans, une langue. Pas une vraie, mais une extension charnue, humide, connectée au câble. Je tirai. Une balle nette, la chose éclata, et les filaments au plafond tressaillirent. Tous ensemble. Et dans le canal interne, un son. Pas une voix. Un grésillement, répété, fréquentiel. « C'est quoi ce bruit ?» siffla Dupré. Pas un signal connu. Répondit Réa. Ce n'est pas du langage. Mais ce n'était pas ça le problème. C'était ce que disait Elmac, doucement, dans sa barbe. C'est une fréquence émotionnelle. Je me tournai vers lui. T'es sérieux? Oui, les sphères ont des signatures. Celle d'Amon-Ra était temporelle. Celle-ci est affective. Elle ressent nos décisions, nos pertes, nos refus. Et là, elle pleure. La température augmentait. Pas de façon violente, mais constante. Le liquide montait lentement. Des gouttes perlaient du plafond. Pas de l'eau, des sécrétions. Et dans l'ombre, je vis des formes. Des silhouettes, immovées, en attente. Pas hostiles, mais prêtes. Et alors, le tunnel trembla. Un bruit sourd. Une vibration musculaire. Comme une gorge qui se ferme. Réa cria. « On trace !» Je portai Alia sur l'épaule. Et on courut. Les lumières s'éteignaient derrière nous. Le tunnel se refermait. Pas pour nous écraser, pour nous avaler. J'ai sauté le dernier mètre, me suis retourné et vu Dupré, encore dedans. « Vite !» hurlai-je. Mais une main, non, un faux bras, s'était enroulé autour de son torse. Pas solide, pas tranchante, douce, comme un bras de mer. Il tira, hurla. Son bras gauche se couvrit de spores, des fleurs de peau. J'ai tiré. Un tir thermique. Et le bras brûla. Il se libéra, mais son visage avait changé. Il pleurait, pas de peur, de perte. Il sortit. On scella la porte. Et derrière elle, le liquide pulsa une dernière fois. Puis redevint calme, comme un utérus après la contraction. On s'est retrouvé dans une zone morte. Pas morte comme les zones sinistrées d'Amon-Ra, figée dans le sable et l'écho. Pas dévastée, pas stérile. Juste vide, une absence active. Comme si quelque chose s'était retiré de ces couloirs volontairement. Comme si on était hors du réseau. Je l'ai senti dans la texture des murs. Plus de chaleur, plus de pulpe dans les câbles, plus d'écho dans les parois, seulement du silence et des structures vides. On est hors couverture organique, confirma Elmac. L'influence n'atteint pas ce niveau. Pourquoi? Demandai-je. Il regarda autour de lui. Trop vieux. Trop stable. La matière ne s'adapte pas. Elle n'est pas fertile. Tu veux dire qu'on est dans un os que la bête n'a pas pu mâcher? Il haussa les épaules. Pas de réponse. Mais j'avais compris. On était dans une faille tectonique mentale. Un fragment d'Adalis que la conscience n'avait pas absorbé. Un refus. Alia était toujours inconsciente. Réa contrôlait ses constantes régulièrement. Dupré ne parlait plus. Il ouvrait et fermait la main gauche toutes les 30 secondes. Un tic ou un test. Je comprenais. Moi aussi, j'avais déjà douté de ma main. On atteignit une ancienne salle de communication. Un centre de relais radio, désactivé depuis l'abandon de la station. Les panneaux étaient poussiéreux, les écrans brisés. Mais un module dorsal était encore intact. Je branchai le système d'exfiltration
Transmission crypte. OB8/FIN/EXTRK. Coordonnées enregistrées. Délai de réponse estimé. 16 minutes. Silence. Puis, confirmation. Un point rouge s'afficha. La capsule était en approche. Putain, Souffla Elmac. ils ont répondu. Tu croyais qu'ils nous avaient oubliés? J'espérais. On s'est préparé, chacun dans son coin. Réa vérifiait ses notes vocales. Dupré s'était accroupi, son canon sur les genoux. Moi, je nettoyais mon fusil, sans raison. Pas pour tirer, juste pour garder les mains occupées. Et Alia, je la regardais. Son visage était calme, trop calme. Comme si elle rêvait d'un endroit où elle était déjà allée. Elle va pas tenir, dis-je. Elle n'a pas besoin de tenir. Répondit Réa. Elle a juste besoin d'atteindre la capsule. Et après? Elle me regarda. Après, on verra ce que la quarantaine décide. Pas nous, pas ici. En haut, là où les décisions ne nous appartiennent plus. Le sol vibra. Un signal, lointain, mais net. La capsule descendait. Elle serait là dans 3 minutes. 3 minutes. Et je sentais quelque chose se tendre. Pas dans la structure, en dessous. Je quittais la salle. Juste quelques mètres. Il y avait un couloir latéral. Un sas d'accès aux anciens drones d'exploration. Je l'ouvris, et ce que je vis me cloua. Une interface, encore active, mais vivante. Pas comme les autres. Celle-ci était centrale. Un noyau, semi-translucide, logé dans une matrice de verre organique. Un terminal de commande, mais sans écran. Juste une forme. Et au centre, une ombre. Je m'approchais. Le terminal s'allume. Pas de mots. Pas de chiffres. Juste un reflet. Moi. Pas tel que j'étais. Mais tel que j'aurais pu être. Plus jeune. Intact. Sans cicatrice. Et dans ses yeux, un éclat. Comme si lui, ce reflet, savait. Kael! Cria Réa derrière moi. Je me détournai. Rejoignis la salle. Prêt? Capsule dans 1 minute, dit Elmac. Alia bougea légèrement. Ses doigts. Un spasme. Et elle souffla un mot. Je me penchai. Répète. Respire. Je regardai autour. Et je compris. Elle ne parlait pas de nous. Elle parlait de la station. Adalis respirait. Encore. Même ici. Même hors réseau. Et alors, dans le couloir que je venais de quitter, un son. Un pas. Léger. Étouffé. Je me retournai. Et je le vis. Un homme. Number trempé. Mais calme. Il avançait. Et derrière lui, une tracée noire. Un filament. Pas hostile. Juste connecté. Kael, go! Cria Réa. Je pris Alia. Dupré ouvrit le sas. La capsule venait d'arriver. Un souffle froid nous frappa. L'air du dehors. Pur. Doux. Et dans ce souffle, une odeur. Pas marine, pas chimique, une mémoire. Je posai Alia. Entrez. Réa monta. Dupré aussi. Elmac entra en dernier. Et moi je restais. Une seconde. Juste une. À fixer l'homme. Son visage. Il me ressemblait. Pas totalement. Mais assez pour que je sente le doute. Et alors, la porte se referma. Et Adalis se tut. La capsule ne bougea pas. Le sas extérieur était refermé. Les pressions équilibrées, les scellés activés. Mais elles ne remontaient pas. Qu'est-ce que t'attends? Grognai-je. Les propulseurs sont désengagés. Répondit Réa. Système de navigation bloqué à la source. Tu veux dire? La station contrôle la capsule. On était piégés, dans une boîte de titane, sous 12 000 mètres d'eau, avec une station vivante qui refusait de nous laisser partir. Et un corps à l'intérieur, celui d'Alia, qui n'était plus vraiment le nôtre. Elmac lança une tentative de reboot. Dupré arrachait déjà les sécurités manuelles des conduits latéraux. Moi je restais assis, la tête contre la paroi, écoutant. Mais il n'y avait rien à entendre. Pas de sirène, pas de grondement, juste ce vide, ce calme, le calme d'un choix qu'on refuse de faire. Il reste une issue. Dit Réa. Elle affichait un plan de la station sur l'écran du module de commande. Tunnel D7, profondeur plus basse. Plus basse? T'es folle? Il descend sur 100 mètres, puis rejoint une chambre de purge, connectée à une autre baie d'extraction, indépendante.
Pourquoi elle n'a pas été utilisée avant? Inondé. Partiellement et instable. Silence. Puis Dupré, sans se retourner, C'est ça ou rester ici à attendre qu'elle nous caresse jusqu'à devenir des fleurs. on avait le choix. 2 options. Le tunnel des 7, submergé, étroit, risqué. Aucune visibilité sur ce qu'on y trouverait. Mais peut-être hors réseau. Forcer les commandes actuelles, à l'intérieur de la capsule, avec Alia toujours branchée à la station par ce que contenait son sang, son moignon, son esprit. Réa dit ce que je pensais. Si on reste, on devra choisir entre elle et la sortie. Et si on descend, on affronte le ventre. Je pris une décision. Pas parce qu'elle était bonne, mais parce que c'était celle que je pouvais regarder en face. On descend. Dupré haussa un sourcil. Tu plaisantes. Non. T'as vu ce qu'il y avait en bas? Dans les boyaux? Les veines? Les formes? Justement. Je tournai la tête vers Alia. Elle veut qu'on parte, pas qu'on meure ici. Mais elle sait aussi que la capsule, elle, n'est plus à nous. Réa acquiesça. On y va. On laissa Alia dans la capsule, pas comme un fardeau, comme un dernier point d'ancrage. Elle respirait encore, mais lentement, comme si elle attendait qu'on s'éloigne pour autre chose. Tunnel D7. L'accès se fit par une trappe au sol. Dupré força les boulons. Une odeur de rouille et d'iode nous remplit les narines. L'humidité jaillit comme une exhalation. « Vous êtes sûr ?» demanda Elmac. « Non, dis-je. » Et je sautai. L'eau était noire. Pas opaque, noire. Pas de lumière. Pas de courant. Mais une sensation de descente lente. Comme si j'étais tiré. Pas par une force. Par une intention. Réa suivit. Puis Dupré, puis Elmac. Les parois étaient vivantes. Pas comme Adalis. Autre, plus ancienne, plus osseuse. Comme si on était dans une section d'avant la station. D'avant l'humain. Au bout de 10 minutes, une lumière apparut. Pas la nôtre. Pas un projecteur. Une lumière interne, diffuse, bleutée. Elle battait, comme un signal. Un cœur. Et alors on comprit, la chambre de purge était ouverte, pas brisée, offerte, comme une sortie. Mais aussi, comme une naissance. Et je sentis mon estomac se contracter. « Qu'est-ce que t'en penses ?» demandai-je à Réa. Ce n'est pas une issue, c'est un test. « Et si on refuse ?» Alors elle saura Quoi? Elle me regarda. que nous ne sommes pas encore adaptés. Silence. Puis je posai le pied, et la chambre nous engloutit. Dans le fond, j'entendis Alia murmurer. Pas en mots, pas en son, mais en moi. Et je compris, ce n'est pas Adalis qui respirait. C'était nous. Et elle apprenait. Le boyau nous recracha dans une structure d'un autre monde. Je m'attendais à une cuve de filtration secondaire, à un sas rouillé, à un couloir abandonné. Mais non. On était dans une serre. Une serre vivante. À l'origine, elle avait été conçue pour des expériences hydroponiques avancées. Croissance accélérée de plantes abyssales, adaptation végétale à la lumière bioluminescente, test de résistance sous pression extrême. Tout avait muté. Les vitres, d'abord, plus aucune transparence. Recouvertes d'une membrane brumeuse, organique, presque moite. La lumière, ensuite, pulsée, intérieure, issue des plantes elles-mêmes. Et les plantes, ce n'étaient plus des plantes. Des nervures géantes montaient le long des murs, palpitantes. Des tiges souples, épaisses comme des cuisses, se déployaient en spirale lente. Des feuilles, non, des palmes souples, recouvertes de ce qui ressemblait à des yeux. Petits, noirs et mobiles. Tout cela nous voyait, et tout cela nous guidait. « C'est pas un jardin », souffla Elmac. Non, dis-je, c'est un cerveau. Dupré marchait au centre, la main sur son arme. Mais il ne pointait rien. Tout ce qu'on aurait pu viser nous regardait sans peur. On marcha lentement. Les tiges s'écartaient, les racines se repliaient. Pas comme par respect, par habitude. Comme si notre présence était déjà prévue. « Tu ressens ça ?» murmura Réa. Je hochai la tête. Ce n'était pas de la chaleur, ni du froid. C'était une attention, une forme de mémoire tactile.
La serre se souvenait de nous, ou d'une version possible de nous. À un moment, j'ai touché une paroi. Ma paume a effleuré une surface lisse, chaude, douce, et sous ma main, elle a vibré, pas comme un appareil, comme une peau. Et j'ai senti quelqu'un, pas un nom, une intention. Alia. Je reculais, mais la vibration resta en moi, comme si j'avais téléchargé quelque chose dans ma colonne vertébrale. Elmak s'approcha de moi, inquiet. Tu vas bien? Je sais pas, mais elle est là. La station? Non, Alia. Réa se retourna. L'ascenseur est devant, on y est presque. La serre s'élargissait. On entra dans une claire voie végétale, comme une cathédrale d'algues et de nerfs. Et au centre, un puits, un cylindre vertical, renforcé, ancien. La sortie, je la vis là-haut, une lumière blanche, froide, la surface. Mais ce n'est pas ça qui me coupa le souffle. C'était ce qu'il y avait autour du puits, des formes humaines, alignées, pas mortes, pas vivantes, comme cultivées. Leur corps n'était plus charnel, mais pas mécanique. Une matière neutre, souple, belle presque, mais vide, des coquilles. Ce sont des copies. Murmura Elmak. Des répliques, des avatars. De nous? De l'équipage, oui. Pas exactement. Mais assez pour nous imiter. Je me rapprochai, je reconnus un profil. Le mien. Pas exact, mais possible. Comme si la station avait tenté de nous refaire. Elle nous remplace, dis-je. Non, Répondit Réa. elle nous offre une version stable, une alternative. Un KL sans peur, un Elmak sans obsession, une Réa sans devoir. Je regardais les yeux vides de mon double. Et je ne sus pas si j'avais envie de lui tirer dessus, ou de le rejoindre. Mais alors, le puits s'illumina, et la voix synthétique de la capsule retentit, dans nos oreillettes, propulsion enclenchée, gravité nulle dans 30 secondes. Elle avait relâché le contrôle. Elle nous laissait partir. Dupré monta le premier, puis Elmak, puis Réa. Je restais une seconde de plus. Je posai ma main sur la poitrine du double. Elle était tiède, et je dis doucement, « Pas aujourd'hui ». Et je grimpai. Le sas se referma. La pression se compensa, et la capsule entama son ascension. Je regardais à travers le hublot. La serre se ferma derrière nous. Les formes se tournèrent. Et l'une d'elles me salua. Un mouvement simple, pas une main, un battement de lumière. Et je sus que ce n'était pas un adieu. La capsule a percé la colonne d'eau comme une bulle lente. Je la sentais vibrer autour de moi, chaque paroi tendue par la pression externe, chaque joint de sécurité hurlant en silence sous les différences de densité. Mais elle tenait. Et nous montions, doucement, vers quelque chose qui ne ressemblait plus tout à fait au monde qu'on avait quitté. Aucune alarme, aucune poursuite, aucun hurlement dans les communications. Juste ce glissement vers la lumière. Une lumière trop blanche, trop parfaite, comme si le soleil, lui aussi, était devenu un observateur. Je regardais Elmak. Il avait les yeux fermés. Pas pour dormir, pour fuir. Il ne voulait pas voir ce qui allait se passer quand la mer se rouvrirait au-dessus de nous. Dupré, lui, fixait ses mains. Il les serrait, les relâchait. Ses doigts tremblaient, mais son visage, non. Il savait. Ce n'était pas fini. Réa tenait le terminal central. Ses yeux suivaient les données, ligne par ligne. Elle ne lisait pas. Elle comparait. À quoi, je ne sais pas. Peut-être à ce qu'elle espérait encore vrai. Peut-être à elle-même, avant. Et moi, j'écoutais. Pas les machines, pas l'eau. Le silence. Et ce silence-là n'était pas celui d'Adalis. Il était plus vaste, plus froid. Il venait de moi. Approche de la surface dans 20 secondes. Déclara Lia. La capsule vibra une dernière fois. Un soupir. Et la mer s'écarta. Lentement, doucement. Comme si elle avait attendu ça. Comme si elle aussi en avait assez. La lumière du ciel nous frappa de plein fouet. Pas de clarté divine. Un gris pâle, nuageux, terne. Mais après Adalis, c'était presque violent. La capsule flotta à la surface. Le sas s'ouvrit.
Un air salé, réel, frappa nos visages. Et c'est là, dans ce souffle marin, que j'ai compris. Quelque chose nous avait suivis. Pas un corps, pas une créature. Une trace. Elmac fut le premier à parler. Tu l'as vu? Oui, dis-je. C'était dans l'eau sous la capsule. Une traînée noire. Pas de forme, juste une présence, comme un courant à contresens. Réa se redressa. Elle regarda l'horizon, puis le ciel. Extraction dans 4 minutes. Elle ne dit rien d'autre, mais je voyais ses mâchoires serrées. Elle comprenait, tout comme moi. Adalis ne voulait pas nous tuer. Elle voulait qu'on reparte, avec elle. Un drone aérien apparut, silencieux, noir. Il se posa sur la capsule, y injecta une sonde d'identification, analyse, scan, thermique, biométrique. Et alors, un mot clignota sur l'écran. Contamination probable. Isolation requise. Je souris. Bien sûr. Comment aurait-il pu en être autrement? On serait désinfecté, débriefé, interrogé, séparé, peut-être éliminé. Mais ça n'avait plus d'importance, parce qu'au fond de moi, je savais. On n'était plus seul. Et surtout, on ne l'avait jamais été. Je posai la main sur la coque de la capsule. Elle était chaude, pas à cause du moteur, mais parce qu'elle avait été touchée. Et dans cette chaleur, je sentis un battement. Un seul, régulier, rassurant. Un cœur, pas humain, pas hostile, juste présent.